Il y a longtemps que je fais des articles à propos du cinéma. Eh bien aujourd'hui, je vais vous faire cet article en vidéo. Et ça sera le premier d'une longue suite de vidéos où je vous parlerai du cinéma, donc des films que j'aime. Qu'est-ce que les films que j'aime? Eh bien, ce sont les films qui nous parlent de l'inconscient. C'est-à-dire des films où le réalisateur a trouvé une manière inventive, éventuellement cachée, métaphorique, de nous parler de l'inconscient. Caché, métaphorique, c'est-à-dire comme le fait le travail du rêve. Le rêve nous parle de l'inconscient. Et il le fait d'une manière cachée, métaphorique, sinon nous ne supporterions pas. Et effectivement, des fois nous ne supportons pas parce que c'est un cauchemar. Eh bien, le problème n'est pas, évidemment, la psyché du réalisateur du film. Beaucoup de gens se sont mis à la réalisation d'un film. Il y a en général l'auteur du roman, le scénariste, le réalisateur lui-même, les acteurs qui ont mis du leur. Beaucoup de gens ont contribué à une œuvre. Ce qui, à mon sens, va dans le sens de tous ces gens nous parlent de quelque chose, d'une généralité concernant l'inconscient, alors que quand j'analyse mes rêves, il s'agit de ma singularité. Mais il se trouve que ma singularité, au plus profond de moi, rejoint une universalité. Ça, c'est une hypothèse. Et je considère que chaque fois que je trouve un film qui me parle, qui parle à mon inconscient, et qui me dit, voilà un film qui me dit les mêmes choses que j'ai moi-même trouvées dans mes rêves, alors je me dis, bingo, voilà, c'est sans doute dans le rêve aussi, qu'ils le sachent ou pas, de tous les gens qui ont contribué à la réalisation de ce film. Et comme finalement, il y a pas mal de films comme ça, surtout les films de science-fiction, parce que dans les films de science-fiction, on peut y aller, quoi. Hein, on peut inventer des tas de trucs que le réalisme ne permet pas. Eh bien, je vais donc vous parler aujourd'hui de Annihilation. C'est un film de Alex Garland, qui avait déjà réalisé Ex Machina, un film que j'avais adoré, sur lequel j'aurais dû faire une vidéo. J'en ferai peut-être une un jour. Le scénar, à le résumé, dit à peu près ceci. Attention, je vais faire du spoiling. Hein. Ceux qui préfèrent avoir la surprise qu'ils aillent voir le film et qu'ils reviennent après, je les attends d'ailleurs. Voilà, le scénar dit à peu près ceci. Une météorite s'est écrasée près d'un phare. No. Start from the beginning. What do you think I do when you're away? You think I'm out in the garden pining, looking up at the sky? Why aren't you sure? I gotta leave a day early. Your husband's here. Let me see him. He's extremely ill. You have to tell me where he was, what he was doing. It was his decision to go in. Yes. You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save his life. The boundary's getting bigger. It's expanding. More tough states. You need to know what's inside. So do I. It's beautiful. Check this out. It's like they're stuck in a continuous mutation. Anything interesting in there? No. Sharks have teeth like that. Not possible. You can't crossbreed different species. What is it? The soldiers on the last expedition. They went crazy, or something in here killed them. Something's come through the fence. Through the fence? We have to go back. I can't go back. We can camp here tonight. It's destroying everything. It's not destroying.
making something new. On ne sait pas où, aucune importance. Et à partir de là, une zone s'étend, protégée par une barrière merveilleusement colorée, émouvante, qui d'ailleurs est appelée le miroitement, shimmer en anglais, très bien trouvé le miroitement en français. Et cette zone s'étend peu à peu, très lentement. Alors bien entendu, les autorités veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur, et chaque fois qu'on envoie une équipe à l'intérieur, elle ne revient pas. Donc on est de plus en plus intrigué, d'autant plus que la zone ne cesse pas de s'étendre. On l'appelle la zone X, comme les films du même nom. Et donc voilà que Lena, qui est biologiste et qui pense avoir perdu son mari militaire, parce que ça fait 1 an qu'elle ne l'a pas vu, il est parti en mission, il est pas revenu, eh bien elle voit son mari revenir. Et ce mari est très étrange, il a un comportement très étrange. On dirait un peu détaché de tout, un peu dans la lune, un peu halluciné, et puis voilà qu'il se met à vomir du sang, et puis qu'il faut que l'intervention de l'ambulance est arrêtée par les escadrons spéciaux de la CIA qui enlèvent le malade et qui enlèvent la femme du même coup, parce que secret défense, blabla, tout ça, parce qu'il ne faut pas trop que ça s'ébruite, l'histoire de la zone X. Et on explique à Lena que, voilà, effectivement, son mari, sous le secret, a été envoyé dans cette zone X et qu'il n'en est pas revenu. Et si, il en est revenu puisqu'il est là, sous une forme un peu étrange. D'ailleurs, il est dans le coma à l'hôpital. Et elle est tellement intriguée que, bon, elle se retrouve plus ou moins prisonnière dans cette base de la CIA, où on surveille l'extension de la zone X, et elle y rencontre 4 femmes qui vont être envoyées dans la zone X. Ça va être la prochaine équipe. Les militaires qui ont la charge de la surveillance de la zone X se sont dit que jusqu'à présent, ils avaient envoyé que des militaires, des baroudeurs, des soldats, des mecs qui en ont. Eh bien, ils se sont dit, tiens, mais c'est peut-être pas la bonne politique, il faut peut-être bien y envoyer des femmes. Ben, c'est déjà indicateur. C'est déjà indicateur que la zone X, comme les films du même nom, va peut-être nous causer de la différence des sexes et de la génération. Ça, bien sûr, je le comprends très après coup, hein. Après avoir vu le film, après avoir dormi une nuit dessus, et après avoir réfléchi le lendemain. Mais l'image des 5 femmes, parce que Lena se joint donc au groupe des 4 femmes, qui sont des têtes, hein. Il y a une géomètre, une psychologue, une anthropologue, une biologiste, c'est Lena. C'est pas des bimbos, c'est des femmes de tête, c'est des scientifiques. Et en plus, elles y vont habillées en soldats, avec un flingue sur la poitrine, c'est-à-dire un phallus de substitution, peu importe. Et elles y vont avec courage. C'est-à-dire qu'elles ont des couilles, elles aussi. Mais on va apprendre que elles ont chacune une histoire. C'est pas seulement un commando comme dans n'importe quel film où il y a de la poursuite et de la baston et puis rien d'autre. Elles ont une histoire. Donc nous savons déjà que Lena a perdu son mari, mais qu'elle l'a retrouvé, mais qu'il est dans un sale état, et elle est là parce qu'elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et elle pense sans doute que, en comprenant ce qui s'est passé, elle va peut-être retrouver son mari, qui va sortir du coma, c'est ça que ça veut dire. Mais les autres femmes qui sont là, il y en a une qui est une alcoolo repentie, une autre, c'est la psychologue d'ailleurs, qui a un cancer en voie terminale, donc elle n'a rien à perdre, une autre qui a perdu une enfant, une autre que... Bon, bref. Pourquoi elles ont ce courage d'y aller? Parce qu'elles n'ont rien à perdre. Ah, elles n'ont rien à perdre, c'est qu'elles ont quelque chose, c'est qu'elles ont des couilles. C'est l'inversion de la position féminine habituelle. D'ailleurs, il n'y aura strictement aucun érotisme dans le film. Elles sont habillées comme des soldats, jusque-là. Hein, il n'y aura jamais une douche ou un déshabillage comme ça semble le passage obligé dans n'importe quel film. Hein. Ce sont des nanas
mec. Hein, des têtes et des muscles et des habiletés, enfin tout. Hein, pas des petites choses fragiles s'agissant de faire valoir la personnalité du héros, que ce soit James Bond, Superman, ou qui vous voulez. Et elle pénètre à l'intérieur de cette zone miroitante. Magnifiquement jolie. Aussi jolie qu'elle, dirais-je. Même si c'est pas du tout dans le même genre. Ça m'a tout de suite fait penser, cette zone miroitante et colorée, à un rêve que j'ai eu il y a bien 20, 30 ans, 40 ans, je sais plus. Et qui m'a branché sur la conscience de la castration. C'est-à-dire, je voyais un manche à balai se recouvrant progressivement d'une couche de peinture rouge, suivie d'une couche de peinture bleue. Et c'était magnifique, et ça voilait quoi? Le manche, c'est-à-dire le phallus. Le phallus en tant qu'il menace de prendre son indépendance. Un manche à balai, c'est indépendant. C'est pas dans le pantalon. Qu'est-ce que c'est que cette zone X qui s'étend? C'est la zone du fantasme. La zone où la différence des sexes est comprise comme chez les enfants, comme imaginaire permettant de symboliser la castration. Vers quoi se dirigent ces 5 femmes? Vers un phare, c'est-à-dire vers un phallus. C'est là qu'est tombée la météorite. La question de l'origine, elle est là. Et si vous voyez ce phare, il est merveilleusement constitué, il est un peu trapu, et il a un petit clocheton au sommet qui ressemble à s'y méprendre à un gland. Je ne sais pas si le réalisateur a fait exprès, mais franchement, c'est évocateur. Donc, ces nanas, mecs, qui en ont dans la tête, sur la poitrine avec le flingue, et vraisemblablement dans le pantalon, puisqu'elles sont toutes en pantalon, en soldat, eh bien, elles se dirigent quand même vers le phallus, elles ont l'envie du phallus. Beaucoup de gens parmi vous, je sais, vont me dire « Oui, mais moi, j'ai jamais eu ça. C'est les vieux trucs, ça. C'est les arguties du père Freud. » Bah non, puisque je les ai rencontrés dans mes rêves, et je les rencontre dans les rêves de mes analysants. Donc je sais qu'il s'agit d'une vérité que j'ai tendance à qualifier d'universelle, parce que je vois un réalisateur qui me met sous le nez ce que j'ai trouvé, ce que le père Freud a trouvé, ce que j'ai trouvé chez moi, ce que je trouve chez mes analysants. Bon, ça fait beaucoup de monde finalement. Et voilà que ce réalisateur, il me met devant le nez cette même chose. La beauté, les couleurs, la peinture, c'est-à-dire l'art pictural, c'est de la beauté. Ça renvoie à la beauté féminine, qui est un des principaux sujets de la peinture. La beauté féminine étant ce qui voile la castration, c'est-à-dire ce qui met des choses colorées autour du sexe féminin, pour éviter qu'on le voie. Bon, ce qui n'empêche pas que c'est la même chose qu'on cherche à voir dans les films X, d'où c'est une zone X qui avance. Évidemment, la castration, c'est monstrueux. Parce que c'est monstrueux en soi, parce que c'est une mutilation, et c'est monstrueux parce que c'est couplé à l'Oedipe, c'est-à-dire l'inceste. C'est-à-dire que ça, c'est monstrueux aussi. Là aussi, plein de gens vous diront l'Oedipe, ça ne me concerne pas, ça concerne Freud, mais pour moi, j'ai jamais pensé des choses pareilles. Moi aussi, j'ai dit ça pendant 30 ans. Puis un jour, des rêves m'ont ouvert les yeux, et, comme Oedipe qui se les est crevés, lui, quand il s'en est aperçu, et m'ont permis de me rendre compte que, oui, moi j'avais ces désirs-là. Désir de tuer mon père, désir de coucher avec ma mère. C'est monstrueux, et le monstre, c'est moi dans l'histoire. Alors bien sûr, en rentrant dans la zone X, la première chose qui leur arrive, c'est de se dire, tiens, mais d'après ce qui reste de nos rations alimentaires, ça fait 4 jours qu'on est là, et elle se rappelle de rien. À lire à l'envers. C'est-à-dire que nous tous, quand nous sortons du rêve, quand nous sortons du fantasme, nous nous rappelons de rien. Oedipe, castration, je ne connais pas, j'ai oublié. Là, elle, c'est en rentrant dans la zone qu'elles oublient la vie de veille, la vie de la réalité, mais qu'elles se retrouvent confrontées à des monstres. Bon, alors le réalisateur en fait pas trop des tonnes. Il y a un crocodile qui a des dents de requin, c'est-à-dire plusieurs séries de dents, ce qui est totalement impossible, mais on dit tout de suite mutation génétique.
Et puis il y a un ours qui a un aspect particulièrement monstrueux, parce qu'il a une gueule un petit peu déformée. On dit aussi tout de suite mutation génétique. Ce qui est monstrueux, eh bien, c'est cela. C'est Oedipe, castration. Beaucoup de gens, moi-même, j'ai eu des rêves comme ça, des cauchemars comme ça, où je suis poursuivi par un monstre. Et alors là, l'humanité, en matière de monstres, a inventé toutes les chimères possibles. Hein. Les dragons, les serpents géants, les loups, les ours, tout ce qu'on voudra. Alors les violeurs, les voleurs, les brigands, les gangsters, toutes les représentations de la méchanceté qu'on retrouve en rêve, parce que ce sont des figures de nous-mêmes, qui peuvent être aussi, de surcroît, des figures d'un parent qui a pu être particulièrement cruel en étant interdicteur, mais tout parent, quelque part, est cruel en étant interdicteur, parce que l'enfant, lui, il croit que maman est à lui et que papa, qu'est-ce qu'il vient foutre là, ou l'inverse, que papa est à elle et que qu'est-ce que maman vient foutre là, elle ne mérite que de passer par la fenêtre. Hein. Donc, nous avons eu ces pensées, dont nous nous sentons coupables, hein, et dont nous disons toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Ça peut pas être moi qui ai des pensées comme ça, éventuellement Freud, mais pas moi. Mais c'est ce que ce réalisateur, encore une fois, nous met sous le nez. Et il y a une petite habileté scénaristique dans l'attaque de l'ours. L'ours a commencé par attaquer l'une des femmes et il l'a emportée dans la forêt. Après, on se rend compte qu'elle a été tuée. Et quand l'ours revient dans une maison où les femmes ont trouvé refuge, il se balade entre les femmes comme ça. Et il a, du fond de sa gorge, surgit la voix de la femme qui l'a tué. La voix de la femme qui l'a tué, qui appelle au secours, à l'aide. Ce sont les dernières paroles qu'elle a prononcées. Et on ne sait pas si c'est la femme qui, du fond de son ventre, appelle à l'aide, ou si c'est l'ours qui imite cet appel à l'aide. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de collusion, de coalescence maintenant, entre une femme et cet animal monstrueux. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que les monstres, ils sont peut-être pas si monstrueux que ça, c'est peut-être une des formes de l'humanité. Lorsque Léna, qui est la biologiste, donc, examine les dents de ce crocodile monstrueux qui a des dents de requin, elle dit tout de suite donc manipulation génétique, enfin changement génétique de l'ADN. Une autre femme tient la gueule ouverte comme ça, et elle est dans la gueule du loup. Elle examine ce qu'il en est de ce qui pourrait nous castrer, nous tous, et qui est souvent représenté par une gueule de crocodile comme ça, ou une gueule du loup, une gueule d'ours, une gueule de n'importe quel monstre, de quelque chose qui va nous bouffer. Elle est en quelque sorte penchée sur un vagin denté. C'est un des fantasmes les plus fréquents qui soit. Je l'ai trouvé chez moi, je l'ai trouvé chez beaucoup de gens. Hein. Cette peur que le vagin, finalement, ça soit l'instrument de la castration parce qu'il aurait des dents à l'intérieur. Bon, c'est un fantasme complètement fou, mais effectivement, comme la nature est devenue folle dans cette zone X, comme les films du même nom. La nature est devenue folle, et c'est une des habiletés du réalisateur de nous en parler en termes compréhensibles par l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité d'aujourd'hui est submergée d'informations concernant les recherches de la biologie sur l'ADN, la thérapie génique, le CRISPR-Cas9, etc. Ça, c'est un langage que le peuple comprend, veut bien comprendre. Parce que le langage de la psychanalyse, la castration, l'inceste, tout ça, oh là là, non, ça c'est plus possible. Ils veulent plus entendre ça. Bon, chacun fait comme il veut. Mais donc, l'habileté de ce réalisateur a été de prendre le vocabulaire d'aujourd'hui pour nous parler de cette chose humaine qu'est l'inconscient et qui est là depuis tout temps et qui sera là, je pense, de tout temps, tant que l'humanité sera sur Terre. Donc nous sommes monstrueux et cette partie monstrueuse de nous, nous la refoulons dans la zone X, c'est-à-dire dans l'inconscient.
dans cet endroit de la mémoire, où il y a une séparation des disques durs, hein. Il y a un disque dur accessible, un disque dur inaccessible, sauf à appuyer sur la touche rêve. Et là, on peut y accéder, mais sous une manière voilée. Là, il faut un décodeur supplémentaire pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans la zone X de nos fantasmes. Alors, qui est donc raconté sous forme de manipulation génétique, hein. Il n'y a pas que les monstres, il y a aussi des plantes qui ont forme humaine et qui sont pleines de fleurs. Hein. C'est magnifique. Et ça, c'est pas monstrueux du tout, ça risque pas de nous courir après, une plante. Mais ça a pris la forme, et l'explication qui est donnée, c'est que dans nos gènes, il y a une séquence du gène qui est le schéma corporel. C'est cette zone, c'est cette séquence du gène qui va indiquer aux cellules où se placer dans l'embryon. Hein, et fabriquer une forme humaine telle que nous la connaissons. Et bien là, il y aurait une coalescence entre... il y aurait eu un collage, CRISPR-Cas9, hein, entre des gènes végétaux et des gènes humains, qui ferait que les végétaux poussent avec une forme humaine. Donc il y a du monstrueux. C'est monstrueux aussi quelque part, un végétal humain à forme humaine, mais c'est pas méchant. Et dans les rêves, on trouve aussi des choses comme ça, hein. Des inventions chimériques de ce genre. Il y a aussi dans le film des fleurs partout. C'est à partir d'une même racine, une même plante, qui développe des tas de fleurs différentes, des tas d'espèces différentes. Bon, ce qui est impossible génétiquement. Mais voilà, là ça devient possible. Dans le terme de la génétique, on le comprend. Si on disait que ça serait du fantasme, on dirait c'est du fantasme. Et si on dit que c'est de la génétique, on dit ah ouais, c'est de la génétique. Ça marche très fort. Et c'est compréhensible de cette façon-là. Donc moi j'ai le décodeur et je décode en termes de fantasme. Parce que c'est dans mes cordes. J'ai entendu le lapsus que j'ai fait. Je ne suis pas biologiste, ni généticien, je suis psychanalyste. C'est comme ça, j'ai pas rien, je ne sais pas faire autre chose. Voilà. Et donc, le but de ces femmes est d'aller à la source, à l'origine, ce phallus, qui a été contaminé par une origine extraterrestre, le phare. Et qu'elles y trouvent à l'intérieur, enfin qu'est-ce qu'elles y trouvent? Qui trouvent Lena, parce que les autres femmes ont été dégommées les unes après les autres, par des monstres ou des phénomènes bizarres. Il y en a une qui s'est changée en plante. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce phare? Je vous le donne en mille. Il y a un trou. C'est le trou de l'origine. Cette blessure d'où je viens, dit Léo Ferré. Elena y rentre à l'intérieur parce qu'elle entend la voix de la psychologue à l'intérieur. La psychologue a déjà été réabsorbée par quoi? Par l'utérus. Cet utérus qui est donc au fin fond du phallus, du phare. Et là, Lena voit une cellule à la place de là où était la psychologue, et une goutte de sang part de sa carotide pour aller se ficher dans cette cellule. Et à partir de là, c'est comme si elle fécondait. Elle, c'est avec du sang. D'habitude, c'est avec du sperme, mais là, c'est avec du sang. C'est pas grave. Le fantasme permet toutes les choses. Et on voit une division cellulaire qui commence à proliférer. Et cette division cellulaire prolifère à une telle vitesse qu'elle fabrique quoi? Un double de Lena. Un double adulte. Alors d'abord, c'est une forme, simplement une forme grossière. Une forme humaine comme le mannequin dont se servent les artistes pour avoir les proportions du corps humain. Une forme terreuse, je dirais, au niveau de sa couleur et de sa rudesse, de sa rugosité. Un petit peu comme si c'était l'argile dont Dieu s'est servi pour pétrir Adam. Et cette forme humaine reproduit tous les gestes de Lena. C'est son double. C'est son double en miroir. D'où la traduction en français, miroitement, du titre de la zone X, convient très bien, ce qui ne convient pas en anglais, puisque c'est shimmer, ça n'a aucun rapport avec mirror. Chez nous, si, ça tombe bien, ça tombe très bien. Et on retrouve là la lutte d'une partie de moi contre moi-même, de Lena contre elle-même,
Parce qu'elle cherche à échapper à ce double. À un moment, elle court vers la porte, et le double, cette fois, arrête de faire les mêmes mouvements, mais l'écrase contre la porte, l'écrase au point de presque la tuer, l'étouffer. D'ailleurs, moi j'ai cru qu'elle était morte à un moment, elle est tombée, le double est tombé aussi. Mais au bout d'un moment, elle se relève, le double se relève aussi. Et elle comprend que le double l'empêche de sortir, quoi. Bon, tout comme, je pense, nous avons un surmoi archaïque, très archaïque, qui nous empêche de sortir de notre désir de revenir à l'utérus maternel, à la scène primitive, ce moment de fécondation auquel on a assisté avec Léna. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes rêves à n'en plus finir. Hein. Ça ne cesse pas de revenir. Et je l'ai retrouvé aussi dans les rêves de mes analysants. La scène primitive, donc, ce fantasme du moment où mon père a fécondé ma mère. Hein. Ce qui est une zone X à laquelle nous n'avons accès en aucune façon, mais où le fantasme nous donne un accès. Nous la réimaginons après coup comme Léna sous le phallus, dans l'utérus, qui est situé sous le phallus, le centre de cette zone X, qui est donc l'origine de tout humain, le fantasme de fécondation, la scène primitive. J'ai eu une analysante un jour qui avait une sclérose en plaques et qui m'a raconté un rêve, au bout de quelques séances d'ailleurs, où elle était en lutte avec quelqu'un, comme ça, elle se bagarrait. Et je lui ai demandé qui pouvait être ce quelqu'un selon elle. Elle m'a dit, bah finalement c'est moi-même. Et je lui ai rappelé à ce moment-là que la sclérose en plaques était une maladie auto-immune, c'est-à-dire l'organisme qui lutte contre lui-même, comme dans beaucoup de maladies psychosomatiques, qui sont soit un déficit du système immunitaire, soit un fonctionnement excessif du système immunitaire, ben comme justement dans la sclérose en plaques, le diabète, un certain nombre de maladies comme ça, où c'est le système immunitaire qui nous rend malade au lieu de nous protéger contre la maladie. Lutte contre soi-même. Est-ce que c'est branché sur la lutte contre soi-même qu'il y a dans le psychique? Qui va en apporter la preuve? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a effectivement un rapport. Mais en tout cas, de travailler ce qu'il en est de sa lutte contre soi-même, ça permet de, non pas d'arrêter de lutter, mais d'atténuer la violence de cette lutte. C'est tout ce que nous pouvons faire par l'étude de nos rêves. Parce que ce surmoi archaïque, il se transformera ensuite en surmoi tout court. Je reviens dessus, hein, c'est important. Ce surmoi archaïque, c'est ce qui nous empêche de sortir, hein, comme dans le film, sortir non seulement du fantasme fondamental, mais du fantasme de la mère, qui elle aussi, quelque part, nous empêche de sortir, aimerait bien garder l'enfant comme son phallus, comme une métaphore du phallus qu'elle pense avoir perdu. Eh bien, ce surmoi archaïque se retrouvera renforcé par le surmoi habituel que nous connaissons tous, qui est le pain le plus nourrissant des fantasmes et de l'inconscient, c'est-à-dire de ces luttes contre des monstres dans des rêves, ou contre des violeurs, des gangsters, etc. C'est-à-dire un rappel de la loi. Viens ici, mets-toi là, fais ici, fais pas ça, gagne plus d'argent, trouve-toi une jolie femme, trouve-toi le bon bonhomme qui sera le bon père pour tes enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sois une bonne mère. Tous ces impératifs qui nous viennent de nos parents, mais que nous avons intégrés, qui sont devenus partie de nous-mêmes, et contre lequel une autre partie de nous-mêmes, le ça, lutte. C'est-à-dire le ça qui, lui, voudrait s'éclater, baiser avec n'importe qui, et surtout avec maman, ou avec papa, et bouffer à n'en plus finir, boire jusqu'à plus soif, et ainsi de suite, quoi. Et piquer l'argent du copain, et la copine du copain, et ainsi de suite. Bon, et
il y a une lutte perpétuelle, et c'est ça qui fait la trame essentielle des romans, des films, depuis que l'humanité est humanité, et des rêves, la trame des rêves, bien entendu. D'où les réalisateurs habiles sont ceux qui réussissent à traduire en images originales la matière du rêve, qui est une matière universelle. Lorsque Léna est en lutte avec son double d'argile, là, elle aperçoit qu'il y a dans la pièce, il y a une caméra. Sur la caméra est enregistré justement ce que son mari a enregistré avant de mourir. Et on le voit, lui aussi avec son double, mais lui il a baissé les bras. Il ne sait plus quoi faire de ce truc-là, et il décide de se suicider avec une grenade au phosphore. Et elle le voit s'éclater dans la lumière aveuglante du phosphore. Donc elle comprend que le mec qui était venu la trouver au début du film, c'est pas son mari, c'est le double. Et elle baisse pas les bras. Donc elle en a. Et elle, avec une autre grenade au phosphore, elle la passe discrètement au double, et c'est le double qui se fait exploser la tronche. Donc elle est indemne. Non, indemne? Non. Elle avait déjà vérifié dans son sang qu'il y avait ces molécules divergentes avec un ADN déjà modifié. Donc, la créature double s'enflamme, communique la flamme au trou, à l'utérus, au phare, et à toutes les créatures de la zone X qui avaient été génétiquement modifiées. Le fantasme s'écroule. Pouf, on revient à la réalité. Toute la réalité? Non, car une bande de gnomes résiste encore et toujours dans le sang de Léna. Quand elle retrouve son pseudo-mari, elle lui demande « Es-tu Kane ?» Kane est le nom de son mari. Et son mari lui répond « Je ne crois pas. » Et il lui réplique « Es-tu Léna ?» Et elle répond pas. Le film nous laisse sur cette ambiguïté. Léna a été transformée par la traversée du fantasme. Bon, sous vocabulaire génétique, son ADN a été modifié, blabla. Et donc c'est deux modifications différentes, Kane et un autre personnage, carrément. Léna, c'est la même, mais modifiée. D'ailleurs, Léna est la seule à ne pas voir dans cette zone X une zone d'annihilation, qui fait le titre du film, mais elle dit c'est pas une annihilation, c'est une transformation. Tout n'est pas négatif dans cette histoire, dit-elle. Il y avait des paysages absolument magnifiques, le décor est fantastique, avec ses fleurs, avec ses arbres de cristaux qui reflètent la lumière, avec ces espèces de biches qui ressemblent à des biches issues d'un film de Walt Disney, avec des cornes qui sont des branches fleuries. Ça a des aspects magnifiques, le fantasme. La beauté nécessaire à voiler la castration. Il n'y a pas que la castration. Hein. La castration engendre aussi la beauté, et c'est en ça qu'elle est utile, qu'elle est intéressante, qu'elle sert à quelque chose. Donc voilà un film qui nous a parlé de l'inconscient.